qui a été prévu normalement, c'est Donald Trump accueillant évidemment sur le tarmac Vladimir Poutine. On verra comment les choses se passent dans les minutes qui viennent, et bien même à l'instant, puisque voilà sur l'écran de droite Donald Trump qui sort avec son éternelle cravate rouge, qui va pouvoir descendre cette passerelle et se retrouver le poing levé et le poing serré sur le sol américain, sur son sol, le sol des États-Unis, en Alaska, à Anchorage. Donald Trump qui va donc ensuite, normalement, s'avancer sur le tapis rouge pour aller chercher Vladimir Poutine et s'éviter effectivement de longues minutes d'attente avant que le président russe ne descende. Donald Trump et le salut militaire qui arrivent donc pour aller chercher à Anchorage Vladimir Poutine. On se posait la question tout à l'heure du caractère historique de cette image-là. Qu'est-ce que vous dites, vous, Claude Blanche-Maison ? Oh bah oui, c'est une image très forte, évidemment, on l'a dit déjà plusieurs fois. Voilà Vladimir Poutine, pardon, je vous coupe, voilà Vladimir Poutine. Allez. Et donc... C'est donc soigneusement synchronisé. Oui, comme il vous ne dites. faut pas attendre. Voilà. Ils ont négocié comme des... c'est pas Donc il y a des collaborateurs qui ont passé pas mal de temps à synchroniser très exactement la descente de la passerelle. balai. Donc, comment dire, c'est-à-dire que physiquement, Donald Trump ne va pas aller l'attendre au pied de l'avion, mais ils vont se rencontrer l'un et l'autre à la jonction des deux tapis rouges. C'est le pont des espions. Pour se Ouais, faire c'est le pont des espions. exactement ça à quoi ça me faisait penser, ouais. Le pont des espions. Il n'y a pas d'échange ce soir. Il n'y a pas d'échange. Enfin, en tout cas, en tout cas officiellement. En tout cas officiellement. Mais effectivement, cette image, quand même, Elsa Vidal, après 1268 jours de guerre, 168 jours de guerre, après des mandats d'arrêt quand même émis par la Cour pénale internationale, avec également des preuves quasi irréfutables des crimes de guerre commis par la Russie, après notre engagement, nous Européens, aux côtés de l'Ukraine, un tournant sur lequel nous avons quand même très peu de prise, il faut le reconnaître, et cela va quand même déterminer une grande partie de la sécurité du continent européen dans les décennies qui viennent. Ils ne sont que deux sur le tapis rouge ce soir. À gauche de votre écran, vous voyez Vladimir Poutine s'avancer face à Donald Trump. Donald Trump, le président américain, qui attend donc le président russe. On est en Corrèze, on est en Alaska. Et donc, la scène que vous voyez se fait en direct. Les applaudissements de Donald Trump pour Vladimir Poutine. C'est un spectacle et c'est de la bonne télé, selon Donald Trump. Effectivement, et vous allez voir les deux hommes donc s'avancer. Ça aussi, c'est une image qui a été préparée par les Américains. Pour le coup, s'avancer, encadré par les chasseurs F-22 et la poignée de main entre les deux hommes. Donald Trump avait promis qu'il tenterait de convaincre Vladimir Poutine d'aller vers un cessez-le-feu. C'est maintenant que ça va se jouer, il est 21h10. Leur rencontre, qui ne se fera pas, je vous le rappelle, en tête-à-tête, va commencer normalement dans une vingtaine de minutes. Et les deux présidents qui s'avancent et qui parlent en anglais, forcément en anglais, Claude Blanche-Maison. Oui, l'anglais de Poutine est assez limité, mais enfin, ils ne peuvent se parler qu'en anglais, en effet. Poutine, comme on le sait, parle couramment l'allemand, mais pas vraiment l'anglais. Il n'était pas assez doué en anglais pour pouvoir être nommé dans un pays anglophone. Dans un pays plus important. On verra si cette image est une image pour l'histoire. En tout cas, c'est le début peut-être d'un chemin vers un cessez-le-feu avec toute la prudence qui prévaut évidemment ce soir. Alors que visiblement, les deux présidents sont survolés par des avions de chasse. Ça aussi, ça fait peut-être partie du comité. C'est pour toi, dit Trump. C'est pour toi, mon cher. On va t'amener à La Haye. C'est une seule excuse. Je ne suis pas sûr que ce soit ce que dit effectivement Donald Trump, mais cette image est quand même particulièrement forte ce soir. Les deux présidents côte à côte, face aux caméras du monde entier, et cette image en direct d'Anchorage en Alaska, avec ces deux présidents et cette poignée de main, juste avant donc que les deux délégations ne puissent se parler pendant 6 à 7 heures. Ça, c'est ce que prévoient les Russes. Ça pourrait être plus rapide, c'est ce que disait Donald Trump aujourd'hui. On va peut-être écouter, je ne sais pas si on entendra ce que disent les deux présidents. Pour l'instant, on n'entend pas ce que disent les deux présidents. Ça n'a pas été sonorisé, ça n'avait pas prévu. Mais on a donc vu Donald Trump applaudir Vladimir Poutine à son arrivée. Mais il évite de trop sourire. Donald Trump évite de trop sourire. On sent qu'il a quand même intégré quelques éléments de tenue et de communication non verbale pour faire un effort et ne pas trop afficher son... C'est quand même très cordial, je trouve. Bien sûr, c'est cordial. Chacun dans sa voiture. The Beast ici pour Donald Trump, effectivement. Et on a vu passer derrière, normalement, Vladimir Poutine pour rejoindre son véhicule. Effectivement, vous disiez cordial, Philippe Gély. Moi, j'ai trouvé ça très cordial. Oui, il se sourit, il serre la main. C'est cordial. Bon, il n'y a rien de surprenant. Je n'ose pas imaginer dans quel état maintenant est notre président, parce que malgré toutes les... Vous parlez de Volodymyr Zelensky ? Oui, c'est parce que le début de la soirée. Malgré tous les trucs diplomatiques, etc., humainement,
Vous savez, je pense maintenant à toutes les victimes de Boutcha, d'Irpin, comme si rien n'existait pas, comme s'il n'y a pas de 40 camps de concentration sur les territoires occupés, comme s'il n'y a pas de 35 000 enfants déportés par la force en Russie. Je pense que ce sont les images de la honte historique pour le monde démocratique. Parce qu'aujourd'hui, c'est le destin de la dignité du monde démocratique qui se décide. C'est-à-dire que la logique de dire il faut parler à son ennemi, bien que ce soit pas, Poutine ne soit plus l'ennemi forcément de Donald Trump, mais il faut parler à son ennemi pour essayer de mettre fin à une guerre, cette logique-là, vous ne l'acceptez pas? Vous savez, il y a beaucoup d'autres manières de parler à son ennemi. Comment on a parlé avec Hitler? On a fait la descente des Américains en Normandie, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça le manière non, de mais même le président Zelensky est prêt à parler avec Poutine. Il le dit tout le temps. Évidemment, c'est la manière et c'est le contexte qui change. La mise en scène ce soir. En soi, pour arrêter une guerre, il faut parler avec son ennemi. Vous comprenez que notre président, il le dit parce que les gens comme Trump qui ont la force, ils forcent notre président de dire. Mais bien sûr, je parle aujourd'hui humainement, je dis, je ne parle pas des cadres diplomatiques, politiques, mais humainement, imaginez, vous, qu'est-ce que les Ukrainiens doivent ressentir? Ah pardon, les deux présidents sont dans la même voiture. Les deux présidents sont dans la même voiture. Voilà, cette image que l'on n'imaginait pas, d'un point de vue de sécurité, d'un point de vue de symbole, les deux présidents sont dans la même voiture. À ma connaissance, c'est le premier chef d'État étranger qui monte dans deux pistes. Pourquoi aller jusque-là, Philippe Gély? Pourquoi aller jusque-là quand on est Donald Trump? Parce que Donald Trump ne respecte aucun code et que quand il estime qu'un geste doit être fait, il le fait. Que ce soit d'inviter Vladimir Poutine sur le sol américain ou que ce soit de l'accueillir dans sa voiture. Il joue la carte de la relation personnelle et effectivement ça n'a pas de limite et c'est très dangereux. On pourrait aussi lui faire le crédit, diplomatiquement, et peut-être c'est aller très loin, de faire ce qu'il faut, de donner tous les signes qu'il faut et de dire ce qu'il faut pour que les conditions soient réunies pour que ce deal puisse peut-être se faire. Et peut-être même que c'est ce dont il se persuade lui-même. Didier François. Le deal, il est en négociation depuis X temps et il est négocié par deux personnes fondamentales dans les délégations. D'un côté, Steve Witkoff, qui a déjà négocié partiellement le deal, et de l'autre côté, Kirill Dmitriev, qui est dans la délégation aussi, qui sont ceux qui sont aux manettes de l'organisation de l'affaire. Donc eux savent, c'est eux qui négocient. Et après il y a mais donc pardon, c'est parce que c'est suffisamment avancé qu'on peut se permettre d'accueillir Vladimir Poutine. Je pense qu'on est là en train ils sont en train. Là, il y a deux puissances qui sont en train de vous faire la démonstration qu'ils sont des puissances mondiales qui se parlent d'égal à égal et que les autres ne le sont pas.